Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être à l'écoute pour écouter, apaiser le système sensoriel de son enfant et favoriser la concentration et la détente des trucs pratiques que vous pourrez appliquer avec vos enfants, autant avant la période de devoir qu'avant la routine du dodo. Donc, nous commençons sans plus tarder avec la présentation de moi-même. Donc, je suis Kimberly Couture, massothérapeute pédiatrique et technologue en physiothérapie depuis 2004. L'humain m'a toujours intéressée, que ce soit dans sa façon de bouger ou dans sa façon d'interagir. Et c'est pour ça que j'ai poursuivi mes études à la suite de ma technique en physiothérapie, de venir chercher des techniques pardon, au niveau corporel, dont la massothérapie. Ensuite, mon amour du système nerveux est arrivé, d'où je suis allée chercher des formations un petit peu plus complémentaires avec les mouvements rythmiques qui s'adressaient autant à la clientèle adulte, mais c'est vraiment mon coup de cœur pour la clientèle enfant qui a fait en sorte que j'ai voulu continuer mes études pour le volet massothérapie pédiatrique et ce récemment depuis 2021. Et depuis ce temps, j'ai ouvert la clientèle en massothérapie pour ces petits bouts-là. Et je fais aussi de l'animation, de motricité et stimulation. Alors là, je joins mes deux passions, les mouvements et les enfants. Donc, ça paraît, je pense, là, que je suis passionnée parce qu'on dit de moi que je suis attentive, douce et quand j'interviens avec les parents et les enfants. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la découverte du système nerveux en bref. Vous savez que le système nerveux, hein, c'est le principal ordinateur qui gère toutes nos fonctions vitales, toutes nos réactions, nos émotions et notre état de détente ou de concentration. Donc, on va essayer d'en apprendre plus pour que vous puissiez aussi mieux pas évaluer, mais mieux comprendre ce que vos enfants vivent dans leur corps. Ensuite, on va regarder en quoi ça consiste d'avoir un état de calme lorsqu'on parle du système nerveux. On va regarder les différentes techniques qui seront présentées pour aller créer un état d'apaisement dans cette conférence. On va bien évidemment parler des bienfaits du massage et des manœuvres que je vais vous démontrer que vous pourrez exécuter par la suite à la maison. Comment bien établir une routine du soir pour que le système sensoriel puisse s'installer en mode veille, les mouvements qui détendent le système nerveux et nous terminons avec les mouvements qui vont favoriser la concentration, autant pour les enfants qui seront en mode apprentissage, donc à l'école ou pour la fameuse période de devoir. Donc, au niveau du système nerveux, nous avons différentes sections que le corps va utiliser. Donc, on a tout d'abord notre cerveau primitif qu'on va appeler le cerveau reptilien, qui est davantage de l'instinct et de survie. On a à l'intérieur, les bébés vont commencer à bouger avec cette zone de cerveau-là qui vont inclure les réflexes innés comme le réflexe de Moro qu'on va parler un petit peu plus tard au niveau des mouvements qui apaisent. Ensuite, on a aussi les comportements primitifs tels que la fuite ou la lutte. Et nous avons ici, quand on parle de concentration, accès à une mémoire mécanique inconsciente. Donc, c'est tout ce qui est déjà préprogrammé au niveau de notre mémoire. Ensuite, si on va au niveau de notre cerveau limbique, on a différentes portions qui vont venir plutôt toucher la façon dont vos enfants vont accueillir leurs émotions, que ce soit leur production qui est faite au niveau de l'amygdale, donc un petit peu plus centrale. Ensuite, nous avons tout le relationnel qui est dans le cerveau limbique, donc tout ce qui va aller rechercher la façon dont je vais interagir avec les autres, les différentes pulsions, les plaisirs et on a aussi notre mémoire émotionnelle à long terme, donc les souvenirs que nous nous créons. Au niveau de l'hippocampe,
nous avons la régulation de l'humeur et nous avons aussi notre mémoire consciente et l'endroit où on va aller stocker nos apprentissages. Pour terminer, nous avons la zone la plus volumineuse au niveau du cerveau, qui est le fameux cortex, où on va davantage au niveau des fonctions exécutives, de réflexion et on va aller chercher notre raisonnement. On va aller chercher aussi tout ce qui est logique, toute la conscience de soi. Donc, on parle beaucoup là, d'être capable de s'auto-observer. C'est dans cette zone-là que l'enfant va aller rechercher ça. Si je vois un petit peu plus loin, tous les mouvements volontaires, le contrôle moteur, il y a aussi des airs, le langage, c'est à cet endroit-là aussi. Et si on parle un petit peu plus de concentration, et on va aller chercher notre mémoire associative et comparative, c'est grâce à ces structures qu'on réussit à venir faire un tout avec notre cerveau. Maintenant, notre cerveau fait partie du système nerveux central qui, par la suite, va se diviser dans le corps en système nerveux autonome. Le système nerveux autonome a deux parties. Nous avons le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. Donc, tout d'abord, le système nerveux sympathique, c'est vraiment le système nerveux qui agit dans notre état d'urgence, qui va surtout s'occuper des fonctions inconscientes au niveau de la survie. Donc, tout ce qui est, par exemple, la fréquence cardiaque, le besoin de respirer. Hein, on n'est pas tout le temps obligé de réfléchir à inspirer, expirer. Oui, on peut le faire de façon consciente, mais le corps, c'est d'emblée est capable de s'autosuffire par lui-même. Aussi, c'est grâce à lui que l'espèce humaine est toujours en vie parce qu'on a su soit fuir la menace ou combattre la menace. Donc, tout dépendamment de quelle façon est-ce que notre système nerveux sympathique agit, on a ces deux façons-là qu'on a pour s'écarter du danger. Au niveau du système nerveux parasympathique, à ce moment-là, c'est celui qui va utiliser davantage le nerf vagal et c'est grâce à cette branche nerveuse-là qu'on va avoir accès à un état davantage de calme et de détente parce qu'il va venir ralentir notre métabolisme et c'est grâce à lui aussi, hein, si on était toujours en fuite ou en lutte, on aurait une énorme consommation d'énergie et on aurait de la difficulté à récupérer. Donc, ça prend vraiment un équilibre entre le système nerveux sympathique et parasympathique pour être capable d'aller rechercher un état de calme et d'observation au niveau de notre environnement. Un exemple de moment qui est facile pour déclencher notre système nerveux parasympathique, c'est la marche en nature ou le contact avec la nature, donc qui automatiquement vient aider le système nerveux à s'apaiser. Ici, vous avez un comparatif sur c'est quoi les fonctions plus en détail au niveau de mon système nerveux sympathique versus mon système nerveux parasympathique. Donc, autant mon parasympathique sera un système qui va aller vers la détente, la relaxation, autant mon système sympathique, ça va être plutôt au niveau de l'excitation et de l'action. Donc, si je vous demandais d'observer hein, vos enfants, dans quel des deux modes ils sont, par exemple, que ce soit avant le coucher ou avant de faire une tâche que vous leur demandez, vous allez voir s'ils sont disponibles ou non à vous écouter ou entrer en relation avec vous. Donc, s'ils sont dans un état davantage de système nerveux sympathique, vous allez pouvoir observer des pupilles dilatées. Bien évidemment, il faut surveiller à ce qu'il n'y ait pas un problème au niveau de la luminosité. OK? Parce que plus la luminosité sera basse, plus votre pupille va être dilatée. Donc, ce n'est pas ça qu'il faut observer, c'est plutôt observer par rapport à une luminosité adéquate que la pupille soit quand même dilatée, par exemple, par rapport à son frère ou sa sœur. Là, à ce moment-là, c'est une modification du système nerveux de cette personne-là. Ensuite, on a juste à penser hein, quand on est en état de stress, qu'est-ce qu'on sent dans notre corps. Donc, à ce moment-là, on va avoir moins de salive, donc une sensation de bouche sèche. On va avoir aussi une augmentation de la circulation sanguine parce que les vaisseaux sanguins vont se dilater. Si j'ai choisi de faire
mon mouvement de fuite, hein, ou même de lutte, mes muscles vont avoir besoin, hein, davantage de nutriments pour être capables d'aller chercher une bonne contraction musculaire pour faire l'action désirée. Donc, à ce moment-là, mes vaisseaux sanguins vont être totalement ouverts. Contrairement à mes bronches. Donc, mes bronches, pour laisser passer davantage d'air, eux autres, au lieu de se contracter comme dans le système nerveux parasympathique, ils vont venir se détendre pour justement favoriser les échanges au niveau de l'oxygène. Hein? Quand je suis stressée, il y a aussi l'accélération au niveau de ma fréquence cardiaque. Donc, encore une fois, pour amener davantage de circulation sanguine aux muscles ou aux organes qui auraient besoin de fonctionner en mode accéléré. Au niveau du péristaltisme, donc le péristaltisme, c'est un mouvement involontaire justement régi par le système nerveux autonome qui va permettre une contraction au niveau des muscles lisses dans les organes, par exemple au niveau de l'intestin, et qui va favoriser à ce moment-là le transit intestinal. Donc, parfois, si votre enfant peut avoir des troubles de constipation, posez-vous la question si jamais il pourrait avoir là, une petite activation au niveau de leur système nerveux sympathique. Ensuite, donc, c'est la raison aussi pour laquelle on peut avoir des maux de ventre, hein, quand on devient stressé. Et on a aussi une moins bonne digestion, hein, parce que la sécrétion au niveau, par exemple, des enzymes ou au niveau de l'estomac pourrait venir créer des reflux gastriques. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut surveiller l'état, le niveau de stress. Ensuite, ça favorise la production et la sécrétion du glucose par le foie qui est un gros organe qui vient jouer un rôle autant sur la purification que sur l'émission au niveau de l'énergie. Le glucose, principale source d'énergie au niveau de mon système nerveux, au niveau de mon cerveau et aussi au niveau là, de ma dépense d'énergie. Euh, Maintenant, on va parler un petit peu plus, on va les voir un petit peu plus tard, les hormones qu'on va vouloir favoriser. Quand on est en système nerveux sympathique, c'est là où le cortisol et les hormones excitatrices comme l'adrénaline et la noradrénaline vont être sécrétées au niveau des glandes surrénales. Donc, quelqu'un, par exemple, qui peut avoir une fatigue dans le bas du dos à la fin d'une grosse journée où il a vécu soit beaucoup d'émotions ou beaucoup de stress, ça peut être un indice justement que le système nerveux sympathique a été en surutilisation durant les interactions de la journée. Ensuite, il vient inhiber la contraction de la vessie. Donc, les gens qui vont avoir plus tendance à aller uriner fréquemment, ça peut être aussi un indice d'un état de stress un peu plus élevé parce que à ce moment-là, le corps n'a pas besoin de garder ces liquides-là. Il est occupé à venir travailler sur d'autres choses comme la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire pour être capable d'assurer sa survie. Je ne l'ai pas mis en image, là, mais le système nerveux sympathique a aussi des fonctions au niveau érectile et sexuel, mais c'est un petit peu moins là, le sujet par rapport à aujourd'hui. Donc, ce que je vais vouloir voir chez un enfant qui est calme et apaisé, je vais voir à ce que mes pupilles soient bien petites. Ensuite, on a une sécrétion au niveau de la salive adéquate. Au niveau respiratoire, mes bronches sont un petit peu plus rétrécies, sans être trop rétrécies parce qu'à ce moment-là, on va tomber dans une autre problématique, par exemple lors des crises d'asthme. Ensuite, on a un ralentissement au niveau du battement de cœur. On va voir aussi comment est-ce qu'on pourrait aller avoir un impact direct sur ces battements de cœur-là. Ensuite, on a le péristaltisme et les sécrétions au niveau du système digestif. Et on a la sécrétion biliaire qui est aussi importante là, au niveau de la digestion des graisses lors de notre alimentation. Au niveau rénal et la vessie, à ce moment-là, on a une miction qui est beaucoup plus adéquate au niveau de la consommation des liquides qu'on va faire et de la filtration au niveau du sang dans la journée.
Alors, je vous ai dit physiquement comment est-ce que vous pourriez observer l'état de calme chez votre enfant. Maintenant, je vais vous dire comment est-ce que ça va par rapport à son système nerveux. Donc, je vais vous tasser un petit peu mon visage. Voilà. Donc, plus l'enfant va être dans son système nerveux parasympathique ventral, parce qu'il y a un autre système nerveux parasympathique, mais ce nerf vague-là a deux branches. Il a une branche ventrale et il a une branche dorsale. Donc, la branche dorsale, elle est aussi pour la survie, mais là, c'est que le métabolisme sera tellement ralenti que l'être humain va être plutôt en simulation de mort. Donc, on a certains animaux comme l'opossum qui vont avoir ce genre de stratégie-là pour éloigner les prédateurs parce qu'il y a certains prédateurs qui, et non charognards, mais il y a certains prédateurs qui n'aimeront pas avoir une proie près de la mort. Donc, c'est un peu leur façon, leur moyen de défense pour éviter à ce moment-là là, d'avoir la loi de la jungle qui vienne à leur désavantage. Donc, à ce moment-là, plus votre enfant va être au contraire dans sa branche ventrale, plus il va avoir accès justement à ses centres supérieurs que je vous ai montré tout à l'heure au niveau du néocortex pour être capable de mieux observer son environnement tout d'abord, parce que l'enfant va toujours aller rechercher un besoin de sécurité. Tant qu'il va se sentir en sécurité et éloigné du danger, il va vouloir aller explorer, il va avoir toutes ses ressources pour être capable justement de faire tous les liens dont il a besoin, surtout dans les moments d'apprentissage. Et au niveau relationnel, la personne va être aussi beaucoup plus ouverte à, par exemple, l'état émotionnel ou va être beaucoup plus ouverte à l'autre au niveau de la communication. Et il va être aussi beaucoup plus en connexion avec ses propres ressentis et être capable de reconnaître aussi comment l'autre se sent, comme dans l'exemple que je vous ai placé dans la diapositive, où il va avoir accès à ces centres qui vont émettre le sentiment d'empathie. Donc, notre système nerveux va aussi générer la sécrétion d'hormones. Donc, je vous ai mis une petite phrase pour être sûr de retenir les différentes hormones et comment venir les stimuler. Donc, nous avons les hormones, l'acronyme qu'on appelle le DOSE. Donc, la dopamine, l'ocytocine, la sérotonine, l'endorphine et la mélatonine. Donc, au niveau de la dopamine, c'est vraiment une hormone de récompense qui va générer un espèce de sentiment de plaisir et de joie. C'est souvent grâce à la dopamine qu'on va être capable d'aller se donner un petit coup de fouet là, dans le dos pour initier nos tâches ou les actions qu'on a à porter. Par contre, il faut faire attention parce que ça peut être très dépendant comme sentiment au niveau du système de récompense. Donc, on peut penser souvent aux jeux vidéo qui vont utiliser certains moyens de récompense. Hein, quand on réussit à terminer un niveau, on veut terminer un autre niveau, on veut terminer un autre niveau. Donc, ça finit que nos enfants ou nos ados peuvent se coucher tard et ensuite impacter hein, justement par la suite leur état de calme puisque être en baisse d'énergie, à ce moment-là, le système nerveux va tomber plus en mode d'urgence. Au niveau de l'ocytocine, c'est la principale hormone au niveau de l'amour. C'est aussi lorsque on devient parent, surtout plus en lien au niveau de la mère, puisqu'il va y avoir aussi tout un contexte, ça va le participer à la montée de lait au niveau de l'allaitement. Donc, c'est tout le contexte de coup de foudre avec son enfant. Ça vient aussi créer un lien d'attachement. Donc, des fois, justement, chez les personnes qui ont un petit peu plus de difficultés au niveau relationnel, là, à venir créer des connexions, on peut penser peut-être à ce que cette hormone-là aurait un avantage à ce moment-là à être favorisée. Et c'est aussi grâce à cette hormone-là qu'on réussit, hein, si on est attaché, on peut aussi faire davantage confiance, hein, confiance en soi, confiance envers les autres aussi.
Donc, pour le S de notre dose, nous avons la sérotonine. La sérotonine qui est la principale hormone du bonheur. C'est aussi cette hormone-là qui va être sécrétée par rapport à la diminution du cortisol pour aller rechercher un état de tranquillité et de détente. Et c'est aussi un peu l'hormone contraire de la dopamine au lieu de où la dopamine, je ne serai jamais satisfait. Hein, je vais toujours aller rechercher une sensation éphémère, alors que la sérotonine, c'est vraiment une hormone au niveau du contentement. Elle peut même aussi venir jouer au niveau, par exemple, de la satiété, au niveau de la faim. Le E de mon dose sera l'endorphine. Donc, l'endorphine, c'est souvent le sentiment d'accomplissement. C'est aussi une hormone qui est aidée par l'activité physique. Hein, quand on termine un bon entraînement, c'est cette hormone-là qui nous donne cette espèce de sentiment de bien-être. Et il y a aussi une espèce d'euphorie aussi, là, excitation là, qui vient avec l'endorphine. C'est un peu le côté positif de la dopamine. Et pour terminer, j'en ai rajouté une qui avait moins rapport avec le bien-être en soi, mais qui va avoir rapport avec le sommeil. Donc, le M de ma phrase, qui est la mélatonine. Donc, au niveau de la mélatonine, bien évidemment, c'est elle qui va venir favoriser l'endormissement, donc le fait de sentir la fatigue arriver et être capable de tomber dans des fréquences cérébrales beaucoup plus basses et aller chercher un sommeil qui va être beaucoup plus récupérateur, voire et que la personne va être capable d'aller chercher son sommeil paradoxal. Donc, le sommeil paradoxal qui est le sommeil où vous allez faire des rêves un petit peu plus conscients. On voit souvent des suppléments hein, de mélatonine qui sont en vente dans les grandes surfaces, mais sachez que le corps est capable quand même de s'adapter et de la produire hein, par lui-même. Il suffit juste de voir comment elle fonctionne, cette fameuse sécrétion-là. Donc, au niveau de la mélatonine, on va aller rechercher une exposition à la lumière. Donc, elle va vraiment venir aller rechercher une différence entre la noirceur et l'arrivée du jour. C'est la raison pour laquelle on a hein, des fois une petite période plus de dépression quand on a une moins grande luminosité au niveau de l'hiver, fin automne, début hiver. Hein, on a besoin d'avoir une façon de s'adapter. Donc, au départ, s'exposer à la lumière du jour dès le matin. Donc, encore une fois, hein, sortir dehors nous permet de mieux réguler notre horloge biologique interne, donc de savoir quand est le jour et quand est la nuit. Ensuite, la fameuse lumière bleue, donc limiter l'utilisation des écrans en soirée, de mémoire au moins 2 heures avant l'heure du coucher, afin justement de ne pas perturber cette sécrétion-là au niveau de la mélatonine pour pas que la lumière auquel notre œil est exposé vienne ralentir la sécrétion de la mélatonine. Et à ce moment-là, notre métabolisme est un peu mélangé dans où il est rendu dans la journée. Ensuite, comment adapter la chambre habituellement hein, si on ne veut pas surexciter notre système nerveux. On essaie d'avoir une chambre complètement sombre pour optimiser la production nocturne. Pardon. Souvent, les gens qui vont travailler de nuit, hein, c'est quand même difficile là, à venir faire le changement pour dormir le jour. Ils vont favoriser des rideaux très opaques, voire même des toiles pour simuler l'effet là, de la nuit pour être capable d'avoir un sommeil qui est beaucoup plus récupérateur, comme s'ils étaient dans un cycle normal jour-nuit. La température de la pièce, donc plus la pièce va être fraîche, donc entre 18 et 20 degrés, plus le corps va être capable de venir s'apaiser et aller faire ses cycles de sommeil de la bonne façon. Adopter une routine de coucher régulière pour stabiliser justement
ce rythme-là. Donc, le corps va savoir quand venir arrêter de sécréter la mélatonine parce que il va venir s'apaiser pour s'en aller vers l'endormissement. Il y a aussi notre alimentation qui peut venir nous aider, donc pour venir sécréter la mélatonine, comme la tryptophane, le magnésium, donc on peut avoir parfois en supplément, la vitamine B6 et le zinc. Donc, si ce n'est pas des suppléments, vous pouvez aussi faire vos recherches ou consulter des fois une nutritionniste ou diététiste pour augmenter la consommation de ces nutriments-là dans votre alimentation quotidienne. Ici, bien évidemment, dans les techniques que je vais vous proposer, il va y avoir des techniques de massage. Donc, je voulais faire un petit résumé par rapport aux bienfaits que les massages peuvent avoir, autant de façon globale au niveau du métabolisme pour le système nerveux ou la relation que vous avez avec vos enfants. Parce que oui, vos enfants parfois vont être un peu des miroirs sur votre propre état à vous. Donc, le fait de venir faire du massage peut nous permettre de se connecter autrement que par notre cerveau ou notre parole, mais par le toucher, qui peut être un toucher positif, bienfaisant et calme. Pour l'enfant, comme je vous disais tout à l'heure, le massage en aidant la sérotonine va venir aider à diminuer l'hormone du stress, qui est le cortisol. Ensuite, on a aussi le lien d'attachement, hein, parce qu'on partage un moment, on s'arrête, on s'écoute mutuellement aussi un et l'autre, on s'adapte. Donc, vous allez voir si vous l'essayez dans votre routine, à un moment donné, ça va être l'enfant qui va vous demander, par exemple, de le masser avant d'aller au lit. Une meilleure conscience corporelle au niveau des récepteurs cutanés, au niveau du toucher, que ce soit au niveau des pressions profondes qu'on va voir un petit peu plus tard ou au niveau simplement des pressions glissées. On ne travaillera pas sur les mêmes récepteurs cutanés. L'enfant connecte avec certaines parties de son corps. Chez certains enfants qui ont un développement au niveau du cerveau un petit peu plus immature, on va avoir parfois des enfants qui vont être un petit peu plus gauches, des enfants qui vont chuter parfois ou toujours se cogner. Donc, ça, c'est des indices que leur schéma corporel n'est pas tout à fait bien imprimé au niveau de leur système nerveux central. Ils ont de la difficulté à se repérer dans l'espace et à bien utiliser leur musculature pour aller faire leurs mouvements volontaires. Des fois, ils ont aussi certains réflexes qui peuvent être encore actifs au niveau des réflexes primitifs qu'on a vu tout à l'heure au niveau du cervelet. Donc, le fait d'aller donner une stimulation tactile peut continuer à venir affiner ces sensations-là pour que le corps puisse bien définir ses contours au niveau sensoriel au départ et par la suite au niveau moteur. On a aussi la régulation au niveau des émotions parce que plus je vais être calme, quand je tombe dans des émotions un petit peu plus primitives comme la colère, comme la peur, la tristesse. Donc, comment on explique comment le cerveau fonctionne? Je vais vous le montrer avec une analogie avec mon poing. Donc, au niveau de mon poing, ici, au bas, c'est mon tronc cérébral avec mon cervelet où j'ai mes réflexes primitifs. Ensuite, si j'ouvre ma main, j'ai mon système limbique avec toute ma glande pinéale, mon hypothalamus, qui vont être cachés par mon cortex cérébral, mon néocortex. Donc, si à un moment donné, j'ai un réflexe qui vient provoquer une émotion de fuite ou mon système nerveux, par exemple, sympathique, qui vient provoquer mon réflexe de lutte ou de fuite, je vais déconnecter mon cortex pour aller dans ces réactions primitives-là et je vais aussi, je n'aurai plus accès non plus à mon état d'émotion. Donc, si votre enfant est comme ça, il est pris ici, puis vous lui demandez de s'installer dans un état de calme, il ne saura pas comment faire. Il faut être capable de venir désamorcer
l'effet de danger pour que l'enfant puisse ensuite reconnecter à son émotion. Donc, tout dépendamment de l'âge, hein, c'est quelque chose qui s'apprend, mais tout dépendamment de l'âge, on peut venir justement dire, essayer de faire du reflet, ah, comment tu te sens et tout ça. Donc, ils vont venir être capables de connecter avec leurs émotions. Et par la suite, quand l'enfant va s'apaiser, il va être capable aussi de venir les nommer, de venir observer ce que son état émotionnel va faire soit sur lui ou soit en lien avec l'autre. Donc, c'est comme ça où le fait de revenir dans son corps, de venir reconnecter avec soi de façon physique en premier lieu, va améliorer les différentes connexions neuronales au niveau du cerveau. Sachez qu'au niveau de l'enfant, ils ont un cerveau très versatile, très malléable au niveau. Ils ont beaucoup, beaucoup de connexions. Donc, plus on va aller répéter des mêmes comportements, des mêmes mots, des mêmes gestes, plus le cerveau va venir se modeler à ces gestes et à ces gestes-là ou ces comportements-là. Sachez que ça peut être possible au niveau de l'adulte, c'est juste que ça va prendre un petit peu plus de temps. C'est pour ça que le fait aussi d'arrêter, vous aussi, pour passer un moment de qualité avec votre enfant, venir au moment présent, être en connexion pour venir intégrer une routine saine de sommeil. Désolée, il y a une petite coquille dans la diapositive qu'on corrigera lorsque on vous la remettra. Ensuite, donc, hein, la routine au sommeil qui est importante aussi pour vous en tant qu'adulte. Donc, ça va vous faire du bien parfois après une grosse journée de vous arrêter pour prendre ce moment-là avec votre enfant. Et plus vous allez comprendre les besoins de votre enfant, plus vous allez renforcer le lien d'attachement et plus l'enfant va se sentir en sécurité. Donc, et plus votre lien d'attachement est fort, bien, plus votre ocytocine aussi va être sécrétée. Donc, c'est vraiment une belle façon de venir améliorer votre quotidien que d'intégrer, même si c'est juste un petit 5 minutes, des routines de massage. Je vais vous montrer des techniques et je vais vous montrer aussi des façons ludiques d'intégrer les massages peut-être chez les enfants qui sont un peu plus vieux ou qui aiment moins se faire toucher parce que parfois, on peut avoir aussi des enjeux sensoriels au niveau de si on apprécie ou non le massage. Comment intégrer une bonne routine du soir pour aider un système sensoriel qui pourrait parfois avoir de la difficulté, hein? On parle de la mélatonine, mais c'est ça, c'est un enfant est encore en système sympathique. Ça va être plus difficile, hein, si on le sait qu'il y a un lion qui peut surgir, hein, on ne dormira pas avec les deux poings fermés. Donc, premièrement, on en a parlé tout à l'heure, préparer l'environnement. Donc, on a parlé de la température de la pièce. Hein? On a parlé aussi des lumières, mais il y a aussi les bruits. C'est sûr que dans un contexte normal, on ne peut pas tout contrôler non plus, puis on ne peut pas tout contrôler les bruits, mais on peut voir à quoi l'enfant est sensible et essayer d'adapter l'environnement pour le plus fidèle possible à son état favorable à son apaisement. Ensuite, calmer par le toucher. Donc, c'est là où vous pourriez, par exemple, choisir une section de massage. Hein? On le sait, des fois, dans la routine, on est pressé, c'est pas obligé d'être 1 heure, mais si votre enfant aime bien se faire masser les pieds, les mains, le visage, c'est souvent des endroits qu'on a beaucoup de récepteurs sensoriels et qui peuvent venir chercher une tranquillité et une bonne sécrétion au niveau de la sérotonine. Ensuite, les exercices de respiration consciente. Donc, je vais vous en donner quelques-uns un petit peu plus tard dans la conférence pour être capable de venir avoir un effet sur le ralentissement, par exemple, au niveau de la fréquence cardiaque. On a aussi une évacuation du trop-plein d'énergie par la stimulation vestibulaire. Un enfant qui a de la difficulté à se déposer, c'est possible que quand on lui demande de se calmer, de se coucher, il n'a pas encore cet accès-là au niveau de son corps. Donc, pour venir aider à calmer ces réflexes-là, par exemple, qui pourraient être encore présents ou actifs à ce moment-là,
tout ce qui est de type bercement, OK? Que ce soit balançoire, hamac, dans un grand drap où l'enfant se couche, puis on vient le balancer, donc un parent à chaque bout, puis on balance l'enfant. Je vais vous donner aussi d'autres mouvements là, qui peuvent apaiser, puis qui vont aller aussi stimuler le système vestibulaire. Ça peut faire partie parce qu'il y a des fois des mythes qui disent bon, avant le dodo, il faut être capable de rester 5-10 minutes assis sur le divan avant d'aller se coucher. Excite-toi pas trop avant de dormir. Il y a certains systèmes nerveux qui ne fonctionnent pas de cette façon-là. Et imaginez vos enfants aussi qui restent assis toute la journée au niveau scolaire. Hein? Ça se peut qu'ils n'aient pas tout dépensé leur énergie. Donc, le fait de venir épuiser cette énergie-là accumulée par le système vestibulaire qui a une connexion assez directe avec le cerveau, donc le système vestibulaire qui est au niveau de l'oreille. Donc, vous comprendrez que le nerf est quand même assez proche pour être capable de venir dépenser une énergie assez rapidement. Le système vestibulaire, en plus, peut venir nous aider, à force de le stimuler, à venir améliorer le schéma corporel, surtout au niveau du haut du corps, au niveau du positionnement de la tête. Donc, des fois, les gens qui ont des raideurs au niveau du cou qui persistent, des fois, c'est possible qu'on aille vérifier certains réflexes primitifs qui peuvent être encore présents et qui vont venir perturber les informations que le système nerveux va venir donner au niveau du cerveau pour être capable de se repérer au niveau de la posture et au niveau des mouvements de tête et au niveau des déplacements comme l'accélération et la décélération, comme ceux qui ont des maux, des mal de transport. Ensuite, dans ma routine du soir, le fait d'apaiser mon système sensoriel, il y a certains mouvements qui peuvent être un petit peu plus doux que ceux nommés avec le système vestibulaire, qui est les mouvements rythmiques ou les mouvements de type brain gym qui vont aller soit apaiser des réflexes dans le contexte du mouvement rythmique ou venir chercher certaines zones au niveau du cerveau ou relâcher certaines chaînes musculaires qui pourraient avoir été activées, que ce soit par mon système nerveux sympathique. Dans mes techniques de massage, on va aller chercher des techniques qui sont calmantes et ludiques. Premièrement, on a les pressions profondes. Donc, au niveau des pressions profondes, on va pouvoir aller utiliser les mains ou un accessoire comme un ballon d'exercice. Vous savez, les espèces de gros ballons qu'on peut voir dans les gyms pour venir calmer la chaîne ganglionnaire sympathique dorsale. Donc, la zone idéale, là, ça va être à peu près entre les omoplates et on peut venir maintenir une dizaine de secondes. Donc, je vous présente mon amie Joséphine, qui va être notre modèle aujourd'hui. Donc, vous allez placer l'enfant couché. Hein, ça peut être au sol, ça peut être dans son lit. Et on va venir prendre le ballon et vous allez voir, vous allez demander à votre enfant, hein, c'est quoi la pression idéale pour venir rouler doucement le ballon dans son dos. Donc, il va y avoir parfois des enfants qui sont un petit peu plus hyposensibles, qui vont avoir besoin d'une forte stimulation pour être capable de venir apaiser et connecter avec leur système nerveux central ou le cerveau. Et on a des enfants qu'on a peine à venir les toucher. Donc, on va venir vraiment respecter. Ici, j'ai un ballon, une balle, ici dans le cas de mon ami, qui est lisse. Vous pourriez aller rechercher des accessoires texturés, comme des balles à pic, des ballons à pic, pour venir rechercher une stimulation tactile encore plus grande. Vous pouvez aussi, hein, là, on avait des pressions profondes qui étaient dynamiques. On peut aussi décider de garder un point et de venir appliquer une pression profonde pendant une dizaine de secondes. On relâche, on descend et on réapplique la pression profonde pendant une dizaine de secondes. On relâche, on descend. Donc, on va faire toute la colonne comme ça pour aider à aller rechercher l'apaisement au niveau de la chaîne ganglionnaire.
On a aussi des massages en pression glissée au niveau du visage. Le visage, c'est vraiment une zone qui est sensible au toucher parce qu'on a beaucoup de nerfs crâniens qui sont directement reliés au niveau du cerveau, qui sortent de la base du cerveau et qui s'en viennent justement innerver, que ce soit le toucher au niveau du visage, ça va être davantage ce nerf-là qu'on va utiliser, qui est le cinquième nerf crânien du trijumeau, où on a aussi tout ce qui est moteur au niveau du visage. On a beaucoup de muscles pour la diction, pour l'expression des émotions, pour la survie aussi. Il faut fermer, il faut être capable de venir fermer nos yeux au bon moment et de la bonne façon aussi. Donc, je vais vous montrer une routine de massage qui va venir masser toutes ces zones-là pour le nerf du trijumeau. On a aussi un massage en histoire. Donc, des fois, il y a des enfants qui sont un petit peu moins, justement, attirés par le fait là, de se coucher et de simplement venir s'apaiser. Donc, le fait de leur raconter une histoire, de les faire partir un peu dans leur imaginaire, va faire en sorte qu'ils vont être moins focusés sur le fait de se faire toucher au niveau superficiel. Et à ce moment-là, on va rentrer dans un état un petit peu plus méditatif qui va faire en sorte, encore une fois, qu'on va être dans un état beaucoup plus de calme. Donc, voici le nerf du trijumeau. Donc, vous voyez, le nerf du trijumeau, c'est surtout un nerf sensitif qui a trois branches. Donc, vous voyez que mon visage est divisé en trois. Et c'est aussi ces trois zones-là qu'on va venir masser en pression glissée légère, OK? Parce que sachez qu'il est quand même superficiel. Donc, on n'ira pas faire des grosses pressions comme quand on veut défaire un nœud. On va aller chercher le bout des doigts. Le départ et l'arrivée est au niveau des tempes. Pourquoi? Parce qu'ici, on a l'os sphénoïde, qui est la base de notre crâne, et qui, juste au-dessus, nous avons toutes nos glandes qui vont venir sécréter nos hormones. Donc, le fait de venir commencer et terminer ici, on fait vraiment une légère pression. OK? Le sphénoïde n'aime pas être comprimé. OK? Donc, on vient simplement faire un petit arrêt temporaire avant de repartir dans la prochaine direction. On commence par le front. Donc, on commence au temple, on vient masser le front et on revient vers les tempes. Ensuite, on peut venir au niveau sous les yeux et on revient au tempes. On redescend, on s'en va autour des lèvres, en dessous des lèvres et on remonte. Donc, le fait de toujours revenir au niveau de l'os sphénoïde, ça crée un sentiment de sécurité. Donc, l'enfant sait davantage comment s'apaiser. On le fait déjà instinctivement. Hein? Vous le savez, quand on est dépassé, quand tu es d'instinct, hein, on vient se masser le visage pour revenir dans un état de calme parce que le nerf trijumeau est quand même bien relié avec le système nerveux parasympathique. D'autres zones qu'on peut aller travailler, OK? Donc, on peut aller travailler sous le menton, OK? Donc, le menton, on peut aller chercher sous le menton, on a les muscles de la langue aussi. Donc, si ma langue est trop tendue, elle va être descendue au niveau de ma bouche et une langue qui est au repos, c'est une langue qui est bien au palais. Et ma langue, quand elle est au palais, elle est en lien aussi avec un autre os crânien qu'on appelle l'os ethmoïde et l'os ethmoïde est en lien avec l'os sphénoïde. Donc, vous voyez que tout est relié. Donc, le fait de venir relâcher le muscle de la langue va venir aussi ajouter un effet au niveau du calme. Et on a aussi au-dessus des oreilles et autour, en dessous des oreilles, on a aussi la sortie du fameux nerf vague. OK? Donc, le fait de venir masser ces endroits-là, c'est des choses que vous pouvez
faire à votre enfant avant de se coucher, mais vous pouvez aussi, un peu comme moi, je viens de vous le démontrer, en automassage. Hein? Ça peut être un outil qui peut faire par lui-même. Hein? Au niveau, quand vous voyez qu'il est en surcharge, vous pouvez, par exemple, imprimer le visage de l'enfant, faire les mêmes dessins que moi, puis le laisser dans sa chambre. Donc, le plus d'outils que vous allez lui montrer pour s'auto-réguler et tomber dans son mode parasympathique, bien, plus il va par la suite avoir accès à ses ressources. Maintenant, on a un massage de type un petit peu plus ludique. Donc, je vous en ai mis un exemple, mais vous pouvez vraiment laisser aller votre imagination. Un massage qui est populaire, qui est souvent fait, soit dans les CPE, dans les camps de jour, et tout ça, je l'ai déjà fait en tant que monitrice de camp de jour, c'est le fameux massage de la pizza. Donc, si jamais vous ne connaissez pas, là, vous pouvez facilement aller chercher sur Internet et probablement que vous allez en trouver une version où on vient mettre les pépéronis, mettre le fromage râpé, donc vraiment rouler la pâte. Donc, je vais vous mettre quelques techniques de base et ensuite, un coup que vous avez vu les techniques de base, vous pouvez laisser aller votre imagination. Donc, le massage que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le massage en histoire, voyage dans l'espace. Donc, on va le faire ensemble. Donc, vous pouvez dire à votre enfant, installe-toi confortablement. Tu es un petit astronaute prêt à partir pour une grande mission dans l'espace. Ferme les yeux si tu veux et laisse-toi porter. Le décollage. On va faire des grands cercles avec les paumes à plat sur le dos ou sur les épaules, OK? Comme on va aller créer une chaleur, comme si la fusée était en train de faire chauffer ses moteurs. La fusée s'allume et les moteurs grondent doucement. Vrrr. Elle est presque prête à décoller. Ici, vous pourriez inviter l'enfant à faire le son de la fusée le son, pardon, des moteurs de la fusée, parce que quand on vient intégrer la vibration au niveau de la gorge, on vient réveiller notre fameux nerf vague dans sa portion ventrale. C'est la raison pour laquelle il y a certaines études là, qui ont sorti que chanter hein, nous aidait à avoir une meilleure humeur et à diminuer notre état de stress. Donc, le fait de faire le son vrrr qu'on vient descendre vrrr, dans la gorge, ça vient aider à l'état de calme. Alors, on revient à notre fusée qui est prête maintenant à décoller. Alors, on va faire des tapotements légers et rythmés du bout des doigts, comme ça ici. OK? De bas en haut. Et 3, 2, 1. C'est parti! Et la fusée monte, 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 monte dans le ciel. Et elle traverse les nuages et file vers les étoiles. Hein? Quand on est en espace, on a aussi un effet d'apesanteur. Donc, avec la paume ou le bout des doigts, on va faire un effleurage. Un effleurage, c'est une technique de massage qui est beaucoup plus superficielle. Donc, on vient vraiment glisser le long de la peau, okay? Que ce soit avec nos paumes ou avec le bout des doigts, tout dépendamment de ce que notre enfant préfère. Et on vient s'installer dans le rôle dans l'espace. Tout est léger. Hein? Et tu flottes comme une plume. Les planètes tournent autour de toi. Tu te laisses bercer doucement. Et il n'y a rien qui empêche que vous pourriez lui demander quelle planète tu vois. Hein? Comme ça, vous le laissez partir dans son imaginaire, puis il va pouvoir venir se joindre lui aussi à l'histoire et être capable de venir, encore une fois, davantage dans son état de tranquillité. On en rencontre une belle pluie d'étoiles. Nous avons été chanceux. Hein? Des étoiles, c'est tout doux. Donc, on va faire des mouvements alternés de flexion, extension au niveau des doigts, comme une petite pluie fine. Et on va faire tout autour au niveau du dos. Donc, la pluie d'étoiles filantes tombe doucement autour de toi. Et elles chatouillent un petit peu, mais elles sont très gentilles. Hein? Et lors de notre expédition, nous avons eu une visite surprise. Nous avons vu plusieurs vaisseaux spatials, dont un qui venait d'une autre planète.
et qui t'envoie un message en faisant des cercles de lumière. Et il dit bonjour. Alors, on fait avec le bout des doigts, on vient faire les petits cercles de lumière, ça peut être de chaque côté de la colonne, hein, pour être capable de communiquer avec nos extraterrestres. Malheureusement, tout voyage a une fin. C'est le temps de retourner sur la Terre. Alors là, en pression glissée, donc un petit peu plus profond que tantôt en effleurage, on vient avec le talon de la main et on va venir faire un atterrissage, les deux mains en même temps, vers le bas du dos. On revient et on redescend de chaque côté de la colonne avec nos paumes de main vers le bas. Et il est temps de rentrer. La fusée descend doucement. Tu vois la terre qui brille en bas. Tu reviens en douceur calmement. Hein? Et maintenant, on vient faire un petit mélange avec nos pressions profondes pour terminer, où on va aller poser les deux mains bien à plat, soit commencer par les épaules, entre les omoplates et de chaque côté de la colonne dans le bas du dos. Et te voilà de retour, bien installé en sécurité. Ton corps est calme et toi aussi, tu brilles comme une étoile. Alors, les conseils que je peux vous donner quand vous faites ce genre d'activité, juste utiliser une voix douce et rythmée. Essayez aussi de respecter le rythme de l'enfant. Quand vous faites ça, il faut que vous aussi, vous soyez disponible et lui aussi. Donc, si jamais il souhaite arrêter l'histoire, laissez-le libre. Il n'y a rien qui vous empêche de faire la première portion du décollage, l'exploration ensuite dans l'espace et la troisième journée, de faire le retour vers la Terre. Hein? Donc, vous pouvez vous amuser avec ça. Ici, j'ai les fait sur le dos, mais toutes les manœuvres se font au niveau du bras. Ça peut être des jambes. Ça peut même faire au niveau des mains ou même du visage. L'important avec le visage, c'est vraiment, comme je vous expliquais tout à l'heure, la pression qu'on va y appliquer. On reste vraiment en surface. Et je disais aussi selon le contexte parce que c'est sûr que si on est en public, dans la salle d'attente chez le médecin, votre enfant est stressé, oui, vous pourriez faire le dos, mais des fois, les bras ou les mains sont un petit peu plus accessibles que si vous n'avez pas l'espace où l'enfant peut se coucher. Sinon, ça peut aussi se faire en position assise. La respiration, hein? Un mouvement qu'on oublie parfois, hein? Surtout quand on tombe en état de stress, souvent, là, hein? On vient la couper ou on vient la rendre beaucoup plus superficielle. Donc, pour venir activer notre système nerveux parasympathique, on va avoir besoin d'une belle respiration abdominale parce que le diaphragme, c'est un muscle qui est dans votre cage thoracique et quand on fait une respiration abdominale, lorsqu'il se contracte, il vient descendre comme ça ici. Donc, venir faire une belle pression mécanique au niveau des organes et encore une fois, favoriser là, le péristaltisme et tout ça. Donc, le fait de respirer consciemment au niveau du ventre, qui est ma premier type de respiration, vient venir aider à s'apaiser quand on est tombé en déconnexion. OK? Donc, de façon ludique avec les enfants, vous pourriez décider pour qu'ils puissent bien savoir où respirer au niveau du ventre, déposer une peluche sur son ventre et vous pourriez lui demander de la faire monter vers le ciel et on redescend. Et vous lui demandez de faire ça le temps qu'il veut, le temps qu'il sente qu'il en a besoin. Ça peut être aussi une façon d'aller gérer ses émotions de façon autonome. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous ai placé la peluche, la fameuse peluche de pieuvre, hein, qu'on peut tourner de côté. Donc, quand l'enfant se sent encore émotionnellement indisponible, il peut le mettre du côté insatisfait, donc avec la bouche par en bas. Et ensuite, quand il est disponible, il peut le retourner du côté sourire. Donc là, vous savez que votre enfant serait prêt à aller faire soit la tâche ou il est prêt à aller passer à autre chose. Ensuite, nous avons soufflé dans une paille le plus lentement possible.
Donc, le fait d'allonger le souffle et de vider complètement les poumons va aussi venir favoriser une meilleure expiration au niveau du CO2 et améliorer l'état du système nerveux parasympathique. Donc, on place la paille, on inspire et on expire. Et on s'assure que quand on inspire, on gonfle le ventre et quand on expire, on vide toute l'air au niveau du ventre. Vous n'avez pas de paille? C'est pas grave. L'important, on peut venir faire le même mouvement, mais en pinçant la bouche et les lèvres. On inspire et on expire. Et on répète ça hein, selon notre tolérance aussi. Hein. On ne veut pas s'en aller non plus en hyperventilation. Mais juste d'en faire deux, trois, vous allez voir déjà, hein, ça peut désamorcer beaucoup de situations. La troisième, c'est de la respiration synchronisée à deux. Donc, si l'enfant, vous sentez qu'il est vraiment pas disponible, vous pourriez venir déposer une main sur son sternum. Et si l'enfant le désire, il peut aussi venir mettre sa main sur votre poitrine aussi à vous. Et là, on se regarde dans les yeux, hein, lien d'attachement, sécurité, et on respire ensemble. Si ce n'est pas le sternum, ça peut être de prendre les mains. OK? Et là, on se regarde et on respire en même temps pour être capable de venir reconnecter avec son corps. Vous pourriez utiliser des paramètres de respiration comme la cohérence cardiaque. Donc, la cohérence cardiaque, c'est un 5 minutes qu'on va faire en inspirant pendant 5 secondes et en expirant pendant 5 secondes. Vous pouvez adapter le temps pour que vous vous sentiez, vous et l'autre personne, en sécurité. Et par la suite, on allonge tranquillement vers le 5 secondes. Quand on fait ça de façon régulière, on a une amélioration au niveau de la gestion du stress et au niveau du tonus vagal aussi. Et nous avons aussi une diminution de la fréquence cardiaque, d'où le nom cohérence cardiaque. Les mouvements. Donc oui, des mouvements, ça peut apaiser le système nerveux. Donc, vous avez les mouvements rythmiques. Vous avez deux types de mouvements. Vous avez les mouvements passifs et les mouvements actifs. Les mouvements passifs, il faut être deux pour les faire. Donc, probablement que vous en faites déjà. Donc, quand on veut endormir un enfant et on le berce, hein, on en fait déjà un mouvement rythmique qui va venir stimuler plus le tronc cérébral et le cervelet. Ici, sur la photo, vous avez un exemple qui va aller faire le bercement de la cage thoracique. Donc, on vient déposer la main sur la fin de la cage thoracique de l'enfant et on vient hein, imposer un mouvement comme ça ici, selon le rythme auquel il se sent confortable. Et on garde une vitesse aussi constante et on observe. On observe les réactions de l'enfant. Il faut que la respiration soit toujours lente. On peut aussi observer les yeux, les pupilles, comme je vous ai dit tout à l'heure, et le nerf vague, quand il est surchargé, peut venir augmenter la circulation sanguine dans la région de l'oreille. Donc, des oreilles rouges sont aussi un signe de surcharge au niveau du système nerveux à ce moment-là, au niveau du nerf vague. On peut aussi faire des bercements par les genoux. Donc, l'enfant va être couché comme ça sur le dos. On va plier ses genoux et nous, on va être assis sur ses pieds. Et là, on va venir faire un petit mouvement comme ça de bercement. Donc, ce n'est pas tant ses jambes qui vont bouger, mais son dos comme ça ici. OK? On veut vraiment que le mouvement, ça aille jusqu'à la tête. Et on regarde comment l'enfant va et c'est l'enfant qui va dire quand il va en avoir assez. On peut mettre les mains soit sur les genoux, soit en dessous des genoux. Donc, on peut soit tirer les jambes ou pousser.
OK? Et le roulement des fessiers, donc ça, vous l'avez probablement fait quand votre enfant était petit. Il est sur le ventre, on vient placer la main au niveau du sacrum entre les deux fessiers et on vient faire un petit mouvement comme ça. L'important dans le roulement du fessier, c'est que le mouvement arrête environ aux omoplates et que les jambes restent tranquilles. Donc, on ne veut pas voir des jambes qui tournent comme ça. Sinon, dans un contexte d'autorégulation, on peut aller chercher notre système vestibulaire par la demi-roulade. Donc, l'enfant va se placer comme ça ici sur la tête et on va enrouler la tête et la dérouler. Enrouler, dérouler, comme ça ici. OK? Il faut encore une fois que ce soit fait dans un rythme constant et une vitesse constante. Faites attention, par contre, ceux qui ont la trisomie 21 ou des conditions cervicales, hein, vous comprenez que ça met une pression au niveau du cou. Par contre, ça peut être facilement fait dans le lit. C'est un petit peu plus confortable que si on est au sol. Ensuite, pour aider le réflexe de Moro, on va faire un mouvement d'ouverture-fermeture. Donc, le mouvement de Moro, c'est un mouvement, tu sais, quand on dépose le bébé, il part comme ça vers l'arrière, puis il fait le saut. Ça, c'est le réflexe de Moro. Donc, le réflexe de Moro, on a un moment de ouverture, comme je viens de vous démontrer, avec extension de la tête, ou de fermeture. Donc, les enfants qui ont de la difficulté à se calmer peuvent avoir ce réflexe-là qui est encore actif. Donc, vous avez ici le geste, le mouvement de étoile de mer oursin. Donc, on vient faire une extension, les jambes allongées, la tête vers l'arrière, et on ramène en petite boule en forme d'oursin et on répète ça hein, le plus longtemps possible pour venir ensuite regarder comment est-ce que ça va au niveau de notre corps. Donc, pour les derniers mouvements que je vais vous présenter, c'est des mouvements qui ont été tirés de la méthode de Brain Gym. Le Brain Gym, c'est issu de la kinésiologie ou kinésithérapie, plus la kinésiologie. Pour venir stimuler, donc il y a des mouvements de yoga à l'intérieur de cette approche-là. Il y a aussi des stimulations de points d'acupuncture et il y a des mouvements qui vont aller travailler toutes les parties de mon cerveau, dont la connexion aussi entre mon cerveau droit et mon cerveau gauche. Hein? Mon cerveau gauche qui est beaucoup plus mathématique, logique, langage, et mon cerveau droit qui est beaucoup plus créatif et imaginaire. Alors, le premier, si je vous parle de l'image en premier lieu, quand je vous parle de connecter les deux parties du cerveau, ici, on a un enfant qui fait un dessin avec deux crayons un crayon dans chaque main et il va faire un même dessin. Donc ici, il nous dessine un papillon avec une main qui fait un geste et une main qui fait l'autre geste. OK? Donc ça demande beaucoup, beaucoup de connexion au niveau du cerveau. Donc, plus je favorise les connexions au niveau de mon cerveau, plus j'ai, comme je vous disais, accès à différents états et à différentes capacités, par exemple au niveau de ma concentration. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la concentration, c'est qu'il y a une fonction cognitive qui est beaucoup plus néocortex que au niveau de mon tronc cérébral. Donc, on va voir aujourd'hui le planeur, les points du cerveau et les mouvements croisés. Alors, dans les mouvements croisés, nous allons avoir le planeur. Donc, le planeur, c'est un mouvement inspiré du yoga qui va venir allonger. Donc, dans le menu rouge, c'est surtout des mouvements qui viennent connecter au corps et venir davantage apaiser justement l'agitation. Donc, dans ce mouvement-là particulièrement, quand on a une réaction de fuite, on a une chaîne musculaire qu'on appelle la chaîne musculaire postérieure qui fait partie du réflexe de vie de la protection des tendons. OK? Donc, toute cette chaîne-là qui inclut les mollets, les muscles derrière les cuisses, tous les muscles du dos, puis ça s'en vient jusqu'ici en avant, c'est les muscles qu'on a besoin, les fessiers aussi, tous les muscles qu'on a besoin pour se sauver. Donc,
quand on est très raide dans cette chaîne-là, on est justement pris dans notre système nerveux sympathique. Donc, le fait d'aller l'étirer, l'allonger, ça vient nous aider à avoir un meilleur équilibre, hein, parce que si je suis tout le temps dans ma chaîne postérieure, hein, je suis tout le temps tirée vers l'arrière, je vais avoir aussi une meilleure coordination. Au niveau des jambes, hein, je viens croiser la ligne médiane. Ça vient m'aider aussi à me calmer et à me concentrer. Et ça aurait un lien aussi avec les enfants là, qui peuvent avoir des défis avec les mathématiques. Les points du cerveau. Donc, je vous ai placé une image. Hein, les adolescents aussi peuvent faire ce genre de mouvement-là. Il n'y a pas d'âge, en fait, même vous. Les points du cerveau. Donc, c'est des points d'acupuncture en dessous de la clavicule qui viennent connecter à une zone pour être capable de venir se calmer et s'apaiser et être davantage en lien avec nos émotions. Donc, on a davantage l'esprit clair, on a un meilleur équilibre, la vision aussi va être améliorée parce que dans ce mouvement-là, on a les mains ici, on a une main au niveau du ventre et on fait des mouvements de gauche à droite. Donc, on vient croiser la ligne médiane avec les yeux. OK? Donc, c'est ça qui va venir aider la vision. Et ça peut venir aider aussi les enfants qui ont de la difficulté avec les différentes transitions. Donc, les choses inattendues ou passer des fois d'une activité à l'autre ou d'une routine à l'autre. Il y a certains enfants qui ont des défis avec ça. Donc, c'est un mouvement qui peut venir aider à se recentrer. Et le dernier mouvement, c'est le mouvement croisé. Donc, quand je vous parlais tout à l'heure, comme le crayonnage en miroir avec notre papillon du début, hein, le corps a besoin, dans certaines fonctions, de venir croiser, rejoindre la ligne médiane, comme dans ce mouvement-là, qui vient jouer avec toucher le coude et le genou. Donc, ça, c'en est un mouvement qui vient croiser la ligne médiane. On pourrait venir chercher, pincer le nez, et pincer le lobe de l'oreille et on change de côté, pince le nez et touche le lobe de l'oreille et on change, et on change, et on change. OK? Donc, le faire de façon rapide, vous allez voir, c'est pas si simple. Donc, ça va venir aider justement au niveau de la latéralité, au niveau de la communication et au niveau de la pensée. Encore une fois, on va avoir un meilleur accès au niveau de mes fonctions exécutives, dont mon esprit va être clarifié. Un meilleur équilibre, parce que vous voyez là ici, mon ami, hein, il se tient seulement sur une jambe, donc c'est quand même difficile. Coordination, on doit conserver un rythme. Et justement, comme ça demande beaucoup, beaucoup de connexion au niveau du cerveau, ça nous aide à évacuer les trop-pleins d'énergie. Donc, vous allez voir des fois des enfants qui ont de la difficulté, ils ne seront pas capables de venir toucher le bras, le coude et le genou opposé. Ils vont toucher celui du même côté. Sachez qu'au niveau de la sensibilité, au niveau de la latérité, des problèmes de croiser la ligne médiane et tout ça, les professionnels de la santé qui sont experts pour ça, là, c'est les ergothérapeutes. Moi, parfois, quand je les vois dans les cours de motricité ou si je vois certains enfants qui peuvent avoir des défis avec le massage, souvent, je vais venir les référer en ergothérapie pour aider à surmonter ces défis-là. Donc, si vous avez des questions, je vais vous inviter à les partager, que ce soit dans les commentaires ou vous pouvez aussi écrire au Phare Santé et ça va me faire plaisir de vous répondre en lien avec les interrogations, soit par rapport à vous ou votre enfant. Alors, merci pour votre écoute et je vous invite justement à aller au pharesanté.com, que ce soit pour prendre un rendez-vous ou tout simplement pour poser vos questions en lien avec le sujet d'aujourd'hui. Alors, un gros merci et je vous souhaite une belle fin de journée.